C'est une série qu'on fait depuis maintenant presque 2 ans. Donc, on crée ces espaces de rencontre entre l'industrie et les gens de l'industrie Internet et différentes autres activités commerciales, culturelles, créatives. On en a fait avec les gens de la télé, avec les gens du cinéma, on a rencontré les gens des médias imprimés. Et puis, on trouvait que le timing était bon pour faire une soirée Internet et édition avec l'arrivée des tablettes, comme ça, comme le Kindle, comme les tablettes Android comme autres, avec l'explosion de l'accès au contenu sur Internet. Avec les défis, mais aussi les opportunités que ça représente. On est quand même des optimistes assez féroces à l'Alliance numérique. On ne s'appelle pas numérique pour rien, parce qu'on y croit. Et puis, on disait, on va inviter des gens qui viennent de différents backgrounds, de différents milieux, parce que l'industrie de l'édition, ce qu'on appelle la chaîne du livre dans le milieu, c'est quand même représenté de plusieurs acteurs, de plusieurs personnes qui ont un point de vue un peu différent selon le point d'accès sur lequel qu'ils utilisent pour regarder l'industrie. Donc, ce que je vais faire, je vais les laisser se présenter chacun 2 petites minutes. Ensuite de ça, j'ai quelques questions pour eux. On va peut-être prendre 1 heure, 1h15, 1h30 pour jaser ensemble, dépendant si on a bien des choses à dire ou moins. Et puis après ça, on va prendre le temps, au moins une bonne demi-heure pour des questions, l'interaction. En cours de route, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se dit, levez votre main, allez au micro, je vais vous donner la parole. On va essayer de faire ça quand même un peu interactif. Et puis, l'idée, c'est juste d'avoir cette conversation-là, puis de prendre un peu le pouls de qu'est-ce qui se passe au croisement d'Internet et de l'édition. Donc, je vais laisser nos panélistes se présenter. Merci. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Guy Boulian. Donc, moi, de mon côté, je suis dans le milieu des arts depuis l'âge de 20 ans. En fait, j'ai publié mon premier recueil de poésie à l'âge de 20 ans, justement. Ensuite, je me suis occupé de galeries d'art et de tout plein de choses dans le milieu des arts. Il y a 1 an et demi environ, j'ai fondé la maison d'édition Dédicace. Dans la maison d'édition Dédicace, on fait toujours du papier, mais on utilise beaucoup l'impression à la demande. Et on fait aussi les versions électroniques de nos livres. On diffuse chez Amazon, Entourage Edge, plusieurs boutiques en ligne sur Internet. Donc voilà pour moi. Bonsoir, mon nom est Christian Lesboirons. C'est une vingtaine d'années que je suis dans le domaine du livre, donc j'ai été libraire, représentant, directeur des ventes. Donc je comprends bien la crainte des éditeurs du milieu, puis des libraires également. Je suis maintenant à mon compte, donc consultant, et j'ai un blog également sur le livre numérique. Et donc c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tout le développement du livre numérique, mais aussi toutes les plateformes qui existent. Par exemple, on parle de lecture sociale ou autre, c'est vraiment l'intérêt. Alors moi c'est Annie Bacon, j'ai été d'abord dans l'industrie des jeux vidéo. Je suis conceptrice de jeux vidéo depuis 15 ans et je suis auteur publié un roman jeunesse, une série pour les 9 ans. Je suis rendue au 3e tome, publié aux éditions du Phénix. Et puis, j'ai également 3 albums de publiés aux éditions Milleparts, qui sont des albums à personnaliser, donc disponibles uniquement sur Internet et imprimés un à la fois. Et donc, je me retrouve moi-même un peu au point de rencontre entre l'édition papier traditionnelle et l'édition numérique. Bonjour, je m'appelle Hugh Maguire et puis ça fait à peu près 6 ans que je travaille surtout sur l'Internet. Mais souvent avec un côté intéressé par les livres et la littérature. J'ai fondé un projet qui s'appelle LibriVox en 2005. Alors c'est un projet qui demande aux volontaires de faire des enregistrements des livres en domaine public et puis les diffuser sur l'Internet comme des livres audio gratuits. C'est un projet avec, on a je crois 700 000 visiteurs par mois sur le site web et puis on a des millions de downloads, on peut dire. Téléchargement. Téléchargement, voilà. Je lance justement demain matin une nouvelle compagnie qui
essaie de faire un peu la même chose, mais en partenariat avec les maisons d'édition. Alors, de faire des livres audio, mais avec un système de production distribué, surtout en numérique. J'ai fait une autre compagnie qui s'appelle Book Oven, qui est un peu c'est un peu calme à l'instant, et l'idée c'est de réimaginer qu'est-ce que c'est l'édition dans l'âge numérique quand tout le monde est connecté. Quand on peut en fait normalement devrait diffuser les livres dans une dizaine de formats automatiquement. On n'est pas encore rendu là, mais ça devrait être le cas bientôt. J'ai cofondé ou commencé un projet de bootcamp à Toronto il y a 2 ans. Et puis là, je travaille avec Christian et quelques autres sur un bootcamp à Montréal pour explorer ces questions-là de qu'est-ce qui se passe quand tout ce qu'on peut faire avec l'Internet, avec le web, avec le digital, se réunit avec ce qu'on veut faire avec littérature et écriture. Alors, c'est ça. Oui, donc quand j'ai vu qu'il y avait un bootcamp qui arrivait à Montréal, je me suis dit c'est une belle occasion de faire un pré-bootcamp, une soirée, un avant-goût. Donc si vous êtes passionné, si vous aimez le sujet, vous êtes certainement invité à assister au bootcamp, qui est un événement gratuit qui va avoir lieu à la... $10, mais c'est le 26 novembre. 26 novembre, ouais. Donc on pourra en parler un petit peu plus tard. Pas cher. C'est pas... It's not for profit. Ouais, c'est ça. OK. Peut-être la première question que j'avais pour nos panélistes, je voulais commencer ça, je parlais tantôt d'être fièrement optimiste. J'aimerais ça, si vous pouviez me parler d'un projet, d'une idée, de quelque chose que vous avez vu à la rencontre de l'Internet, de l'édition, dans l'électronique, dans le numérique, on ne sait plus comment l'appeler. En tout cas, on sait que c'est plus du multimédia. On dit plus ça. Du transmédia, du multiplateforme. Si vous pouviez me parler d'une chose ou deux qui vous fait triper, que vous aimez, qui vous ouvre des possibilités ou une curiosité. Donc, quelque chose qui vous plaît beaucoup de ce que vous avez vu peut-être dans les derniers mois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer. Je vais lancer sur le sujet. C'est que moi, ce qui me passionne beaucoup, c'est le côté communication. C'est l'accélération de tous les processus, comparativement à ce qui se faisait dans le passé. On parle de réseaux sociaux, on parle de Facebook, Twitter, FriendFeed. Il y en a tellement aujourd'hui que c'est presque incroyable tout ce qu'on peut faire avec ces outils qui nous sont offerts gratuitement en plus. Donc moi ce qui me passionne beaucoup c'est ça, c'est le développement accéléré. Donc j'adapte tout ça à mon travail d'édition. Je mélange l'informatique avec le numérique et avec les réseaux sociaux. Donc on reçoit les manuscrits par Internet, les auteurs communiquent avec nous, remplissent un formulaire, on reçoit le fichier Word. Là, il y a une relecture du fichier qui se fait en ligne, contrairement dans le passé, où les éditeurs recevaient les manuscrits sur papier. Là, il fallait tout retaper, il fallait passer par des processus qui ralentissaient complètement la chaîne du livre. Donc, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment ça, c'est la communication internationale. Ce qui nous est permis de faire, c'est de pouvoir travailler à l'international avec l'Europe, les États-Unis, autant qu'au Québec. L'accélération, l'ouverture. L'ouverture sur le marché international, via les réseaux sociaux et le numérique. Ben, de mon côté, c'est surtout les sites comme Goodreads, BookGlutton, qui me fascinent particulièrement. On regarde le livre, il y a une pléthore de titres qui sont offerts. On arrive sur Amazon, on se perd un peu. On regarde la montée des réseaux sociaux, c'est comme Facebook, sur le grand public particulièrement. Et je pense que ça peut être une façon pas de contrer les libraires, mais de remplacer les libraires sur le web, c'est-à-dire d'avoir soit des clubs de lecture ou des agents prescripteurs qui donnent un peu une idée de quoi lire, qu'est-ce qui est intéressant, avec les tags, avec les descriptions, mais aussi avec des différents groupes qui sont formés à l'intérieur de ces sites-là. Certains même ont commencé à vendre. Il y a Library Thing, par exemple, eux ne vendent pas. Par contre, il y a BookGlutton, eux qui vendent déjà. Donc, on voit déjà que le marché est en train de changer où
des sites comme Renaud-Bré, Archambault, qui n'ont pas cet effet de social-là. Au printemps, ils ont commencé à intégrer là, les partagés avec les hadiths, mais il n'y a pas de réelle connexion. Je pense que c'est ce qui est intéressant maintenant avec le livre, c'est que c'est complètement connecté. On regarde dans les Kindle, par exemple, on peut voir combien de highlights, de surlignements a été fait sur un passage en particulier. Il y a même des annotations qui peuvent être partagées. Donc, on pourrait, par exemple, prendre une classe d'école et partager un livre, ou en tout cas partager la lecture, c'est-à-dire voir les passages, les annotations du prof. Les étudiants peuvent échanger entre eux. On peut le faire ça même au niveau des livres d'affaires ou de d'autres sujets, au niveau historique, par exemple. Je pense que ça peut être l'aspect qui m'intéresse le plus. J'ai vu aussi que là, son site est down pour un certain temps, mais celui de Tara Hunt, où elle utilise son site Woofy Factor pour créer une communauté autour de tout ce qui est agent de trust agent, comme je trouve pas le nom en anglais. Pourquoi ça veut dire? Donc, il y a toute cette notion-là qui est intégrée dans son site, et donc les gens partagent, et en même temps, ça donne un capital important à titre d'auteur. Donc, c'est vraiment ces deux éléments-là qui m'intéressent particulièrement, puis tout ce qui est crowdsourcing aussi, où il y a, par exemple, HarperCollins, qui a un site, ou même Harlequin aussi, qui a son propre site qui s'appelle Dear Author, et qui permet, par exemple, aux gens de décider quel livre va être une espèce d'encan de livre à éditer. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, je dirais que dans le numérique, il y a deux choses qui m'intéressent. Premièrement, comme auteur, c'est le plaisir d'imaginer peut-être qu'un jour, plus jamais, on va avoir un lecteur qui va venir nous dire « J'ai pas trouvé ton livre, j'ai acheté autre chose ». Parce qu'en numérique, tous les livres seront toujours disponibles. Et au niveau de la création de contenu, comme moi, mon autre métier, c'est en game design, donc je suis très habituée à l'interactif. Ce plaisir de penser que la frontière entre l'interactif jeu vidéo et le livre classique va devenir de plus en plus floue. Alors, on va voir apparaître des livres, surtout moi qui est en jeunesse, donc les livres jeunesse, ça sera pas long que ça va devenir des livres qu'on touche, qu'on fait des animations. Je crois que ça va être le second âge d'or du livre dont vous êtes les héros, parce que le livre va immédiatement t'amener à la page 35 tout seul comme un grand, sans que tu sois obligé de te rendre. Et en même temps, cette frontière-là me fait également peur, parce que le livre est un de ces rares médiums où tu peux créer quelque chose tout seul. Et plus les livres vont devenir compliqués, vont devenir multimédia. Et plus il va y avoir du monde impliqué, on va finir par avoir un générique à la fin du livre, parce qu'il va y avoir un animateur, un illustrateur, une personne de son, un programmeur. Alors, en tant qu'auteur, j'ai pas envie de me retrouver chef de projet, j'ai pas envie de me retrouver réalisateur, et j'ai pas envie non plus d'être juste un sous-contractant dans une grosse machine, comme je le suis en jeu vidéo. Alors, autant ça me fascine, puis ça m'excite, autant ça me fait peur, c'est un gros mot, ça fait peur, mais... Mais quand même une dichotomie de mode. Oui, absolument. Quand tu écris, tu n'es pas dans le même mode que quand tu travailles sur la scénarisation. Non, parce que, comme je dis, en jeu vidéo, c'est un engrenage dans une grosse machine. Et en plus, pour avoir été en jeu vidéo dans les derniers 15 ans, j'ai vu ce que la montée de la grosseur des projets peut faire créativement. Donc, j'ai vu passer des équipes de 5 personnes qui travaillent sur un jeu vidéo, sur quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes parce que le coût du jeu vidéo était minime, à des machines qui font des jeux de 3 millions. Alors là, soudainement, un jeu de 3 millions, on prend moins de risques. Créativement, la contribution de chaque est écrasée par le consensus de tous. Alors, plusieurs choses que j'ai pas envie de voir arriver à l'industrie du Oui. Et pour moi, je crois qu'il y a deux choses. Ça fait depuis mon découvert du web, redécouvert peut-être en 2004, c'est la possibilité que n'importe qui peut créer et diffuser des idées, de l'art, de ce qu'ils veulent. Et puis je crois que la création, c'est le geste, l'acte le plus important et le plus émouvant, le plus important qu'une personne peut faire.
Alors, cette possibilité que le web nous donne de créer et diffuser des choses qu'on crée. Ça, c'est un. Et deux, c'est plus numérique, c'est l'idée d'avoir des API, des Application Programming Interface pour les livres. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va mener, mais ça va être assez intéressant. Le livre comme plateforme de développement, c'est ça? Oui. OK. Et puis, je vais juste dire là-dessus, si on pense des cartes, par exemple, on avait des cartes des cartes qui datent du début de civilisation humaine, et puis tout d'un coup, Google a fait les Google Maps, et puis là, on a vu toutes sortes de choses intéressantes qui commençaient de se passer avec ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qui arrive si on a la même possibilité d'utiliser, jouer avec des livres sur l'Internet? Ça ouvre des portes qu'on ne peut pas imaginer maintenant. Et puis on verra qu'est-ce que ça donne. Mais ça sent bien. Ça sent bien. Donc, une question, on sait que ça change. J'aimerais peut-être ça, juste vous entendre dans la salle, vous entendre lever votre main. Qui est-ce ici se considère du monde de l'édition? Donc, peut-être un tiers de la salle. Qui dirait plutôt qu'il y ait quelqu'un d'Internet, travailler sur le web, deux tiers de la salle, non, peut-être même le trois quarts. Il y en a qui sont dans les deux. Fait que là, j'ai 150% de représentation. Qui ici aime les livres? Moi, je vais lever mes deux mains. Et ça, c'est une chose que je trouve extraordinaire, c'est que j'ai aujourd'hui accès, je lis plus qu'avant, et j'ai plus d'opportunités pour lire. J'expliquais à des gens que j'ai lu des livres en vacances sur mon iPhone. Puis les gens me disent, t'es sûr, tu lis sur ton iPhone? Ben moi j'aime ça lire, je suis un glouton de lecture. Fait que oui, au lieu de m'amener 4 gros bouquins, je me suis amené 4 livres téléchargés dans mon iPhone et sur la plage ou dans ma chambre d'hôtel ou en attendant le train ou pendant que ma blonde était partie magasiner à Paris. Moi je lisais sur mon iPhone dans un parc. Et cette idée-là de l'accès à la lecture, ben, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Il y a les droits d'auteur qui ont changé, il y a l'accès, il y a la numérisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis, j'aimerais ça aborder quelques-uns de ces pans de changement-là. Donc, soit les possibilités, les contraintes ou les questions. Je commencerai peut-être au niveau de la création. Puis, Annie, je vais te laisser commencer, mais les autres pourront certainement enchaîner. Est-ce que maintenant, ça a changé quelque chose pour toi ou pas encore? J'allais dire pas encore, mais en même temps, j'ai une série de livres qui est des livres personnalisés qui n'auraient pas été possibles avant l'ère numérique. Remarque, ils sont encore imprimés papier. Donc, ils sont uniquement commandés par Internet et imprimés papier. Le app devrait arriver bientôt pour les tablettes. Fait qu'au niveau du contenu, pas vraiment, parce que le produit reste une narration qui est linéaire. Parce qu'en fait, j'en parlais tout à l'heure, des fois j'entends des auteurs s'inquiéter du livre numérique, le livre papier va disparaître. Puis moi, ma réaction pour eux, c'est toujours de leur dire, oui, mais ton métier, c'est pas d'écrire des livres papier. Ton métier, c'est d'être auteur, c'est de raconter une histoire avec des mots. Et ça restera toujours. Aussi, je parlais tout à l'heure, même si la ligne va devenir floue, même s'il va commencer à avoir des livres avec des trames sonores, puis des codes Da Vinci, où il faut toi-même que tu résous des énigmes. Il restera toujours à côté des livres papier qui sont complètement passifs, donc que tu lis exactement comme le même livre. Ça reste juste un support. Ouais. C'est pas une obligation d'en utiliser. De la même manière qu'un livre pourrait avoir des pages couleurs, il y en a plein des livres qui sont écrits quand même en noir sur blanc avec rien de particulier, une seule fonte. Je crois que de la même manière, sur les formats numériques, le livre classique, lui, va rester. Il y a encore des pièces de théâtre, même s'il y a du cinéma. C'est exactement ce principe-là. Mais à la différence que c'est comme si on disait que les pièces de théâtre vont être à la télé. Dans le sens où il est écrit de la même manière, mais oui, le format va quand même changer. Pour le métier d'auteur, ça change pas. Ça ne fait qu'ouvrir des nouvelles choses. On n'est pas trop inquiet pour les auteurs. Non, pas moi en tout cas. Puis j'entends pas trop d'auteurs qui sont inquiets. Non, parce que... Pas pour ça, ils sont inquiets pour d'autres choses, mais pas pour ça. Je pense qu'il y a tous les auteurs, c'est de voir que la portion des droits d'auteur, c'est la redistribution des pourcentages de quoi va acquis une fois qu'on est passé au livre numérique, ça inquiète. Oui, ça c'est pas réglé. Ça c'est pas réglé, exactement. Dès qu'on a une industrie
en dishparting, je suis aussi francophone que toi. Dès qu'il y a une industrie comme ça qui change, chaque intervenant a peur que son bout de couverte se rétrécisse. Oui. C'est l'effet couverture. Exactement, on tire sa couverte, on essaie. J'aurais un commentaire à faire là-dessus, justement, avec le livre augmenté qu'on appelle, hein, surtout dans le domaine jeunesse. On va, comme Annie le disait, on va approcher le livre tactile où les enfants vont pouvoir s'amuser avec le livre. Mais c'est peut-être la définition qu'il va falloir changer à un moment donné. Parce que si on arrive à un livre qui devient un jeu, quel terme on devrait employer? Est-ce qu'on reste dans le domaine du livre ou on embarque dans le domaine du jeu? Là est la question. Et moi, ma grande question là-dessus, surtout quand on parle du jeunesse, c'est comment les parents vont le recevoir. Les parents, on est eux qui achètent. Moi qui moi-même un parent, on n'est pas des fans de l'écran. On finit par trouver que nos enfants passent beaucoup de temps devant la télé, devant Internet, et si soudainement le livre est aussi sur écran, ça peut être vu d'un côté où ça va peut-être en faire lire certains. Moi, je pense que la meilleure manière de faire lire un gars ado aujourd'hui, c'est d'y acheter un Kindle. Parce qu'il y a des bonnes chances que, même si c'est pas un lecteur, juste pour exhiber sa bédelle puis essayer le gadget, ça se peut que ça le fasse lire. En même temps, de voir mon enfant de 2 ans passer sa journée sur un écran plutôt que d'être assis avec un tout pied binou papier, ça se peut que ça dérange. Oui, il faut faire attention aux distractions. Parce que si dans le jeu, il y a justement trop de bébelles, comme on dit au Québec, des choses tactiles, est-ce que l'enfant va lire réellement? Ou il va s'amuser avec l'appareil? C'est ça, là. En même temps, c'est pas différent des livres pop-up, des livres à tirer, des livres avec... Mais c'est pire. C'est pire, parce que là, ça peut être vraiment du jeu électronique, à mon avis. En fait, et l'autre chose qui peut être dangereux, c'est une chose qu'on voit des fois en comic book, qui est donc des très très belles images et pas de contenu. Donc on va peut-être voir apparaître des livres qui sont tout en gadget, donc avec beaucoup d'interactivité, mais avec où l'histoire est moins importante. On le voit souvent d'ailleurs dans les livres personnalisés. Moi qui en écris, j'en ai quand même lu d'autres. Et il y en a où l'histoire n'est qu'un prétexte à personnalisation. Oui. Plutôt qu'une vraie bonne histoire qui marcherait toute seule, mais par-dessus laquelle on a mis une touche de personnalisation ou d'interaction. Ouais, Je voulais juste sur cette question des livres enhanced books, on les appelle en anglais, avec tous ces vidéos et tout ça. En fait, on n'a pas, jusqu'à date, ce que je connais, on n'a pas vu une grande demande auprès des consommateurs, des lecteurs de ces livres-là. Alors, j'ai lu il y a quelques jours un article qui dit en fait les livres enhanced sont augmentés, voilà. En fait, ça répond à une demande des maisons d'édition qui veulent avoir quelque chose qui peut vendre à haut prix à des consommateurs parce qu'on voit une réduction des prix dans les livres même. Et puis, je crois que l'idée que les maisons d'édition devraient être aussi des producteurs de vidéos, des producteurs des jeux vidéo et tout ça, je le trouve peut-être un peu farfeleux. Oui, c'est un peu boiteux de penser qu'une maison d'édition va être un studio d'Hollywood ou un studio de jeux vidéo. Si on a le problème d'être rentable, en créer du texte sur papier qui est assez low-fi, ça va être encore pire si on veut faire des productions de vidéos. Mais en même temps, il y a un phénomène tout d'un coup de concurrence qui s'installe. Je prends l'exemple de Geronimo Stilton. Il y en a parmi vous qui ont des enfants de 9-11 ans. Il y a des bonnes chances que vous connaissiez, c'est une grosse souris. C'est en fait de la littérature italienne qui est traduite ici. Et ça a surtout la particularité d'être des livres en couleur avec beaucoup des morceaux de texte qui ont une typo spéciale avec de la couleur, avec beaucoup d'illustrations à travers. Et à un moment donné, ça devient dur de compétitionner pour l'attention d'un enfant qui a à choisir entre un livre normal en noir et blanc et ce livre couleur. Fait que peut-être que s'il commence à avoir des livres vidéo, ça va être difficile de se créer une part de marché si on embarque. Mais il n'y a pas juste non plus tout l'aspect très technologique non plus. Quand on parle par exemple, les romans historiques, c'est intéressant de voir, par exemple, la vie de Christophe Colomb, de quoi les anciennes gravures, des trucs comme ça. Donc ça aussi, ça va faire partie de la création. Il va y avoir toute la recherche. Par exemple, je pense à une auteure connue, parce qu'on l'a vu à cause du frère André récemment, Micheline Lachance, où
elle fait des recherches pendant 2-3 ans. Donc, cette somme de recherche-là, à la limite, pourrait être en partie disponible dans le texte, voir les archives en cliquant. Donc, ça, je pense, sans que ce soit bells and whistles, ça peut être quand même très... Mais là, on parle d'une augmentation qui est un peu un autre layer, c'est ça. Oui. Ah, mais ça nous permettra peut-être de faire comme les DVD. Donc, tu sors la version de base. Les extras. La version base, la version Editor's Cut, puis la version Premium, avec ces 5 livres en 1 avec des extraits. Mais on l'a vu, si on se déplace dans d'autres domaines culturels. Il y a quelques semaines, j'étais au Musée de la Civilisation à Québec et il y avait une exposition qui s'appelle RIF sur l'histoire de la musique africaine en Amérique du Nord. Et je me rendais compte que l'expérience dans un musée aujourd'hui, c'est très, très multimédia. Il y a des courts-métrages, il y a des trucs interactifs, il y a des choses qui réagissent quand on se déplace. Et donc, la muséologie s'est adaptée à la technologie qui était disponible. Par contre, dans la muséologie, il y a une mécanique qui est complètement différente. Et là, Internet change quelque chose. C'est au niveau de la distribution. Donc, dans le livre, il y a toujours eu le système de distribution. Donc, on parlera peut-être d'édition après, mais la distribution, ça, c'est certainement quelque chose. Si les auteurs ne s'inquiètent pas trop de l'électronique, les distributeurs se posent de sérieuses questions pour ce qui est de la distribution. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça donne comme possibilité? Mais c'est quoi les problèmes aussi de la distribution électronique? Je dirais que le problème actuel de la distribution, c'est qu'on arrête de mimer un système physique pour l'implanter dans un système électronique. Donc, on a implanté des entrepôts électroniques pour les distributeurs. Il y a eu la nouvelle application au printemps, la HUT, faite par Demasque et l'ANEL, donc l'Association des éditeurs, et en association avec livrequébécois.com. Donc, on a reproduit en fait la même chaîne du livre, donc un distributeur, un libraire, pour l'amener vers le numérique, qui cause certaines aberrations dans le sens où on a besoin de toujours les mêmes intervenants au numérique, étant donné que la diffusion se fait beaucoup plus facilement et on le parle directement, donc l'auteur pourrait vendre à la limite directement. C'est ce que certains auteurs souhaitent faire. D'ailleurs, ce qui a créé une crise récemment quand l'agent américain a dit qu'il dealerait directement avec Amazon et les grands détaillants. Donc ça, je pense que c'est le problème qu'on a eu actuellement, c'est vraiment de mimer exactement, de ne pas inventer un nouveau modèle de distribution de livres numériques. Je veux dire, bon, c'est assez récent aussi, oui. C'est pas évident. Il y a aussi, comme le livre numérique représente à peine 3% au Québec actuellement, c'est tout dans l'ensemble du marché qui doit être protégé. Donc, les distributeurs font attention à ne pas froisser les libraires. Ce qui fait que le développement du numérique se fait très lentement. Est-ce que c'est différent ailleurs? Je pense que le Québec est quand même un marché d'exception par rapport aux livres. C'est plus que 3% dans nos marchés. Je ne sais pas, j'ai pas de chiffre. Aux États-Unis, c'est 10%. C'est juste les derniers chiffres sont 9%, je crois. Ouais. C'est comme 3 fois moins ici. Mais la distribution n'est pas adéquate encore. On n'a pas accès aux titres. En fait, c'est un des problèmes quand on essaie de se procurer certains titres en français. C'est difficile de mettre la patte sur quelque chose. Moi, quand j'ai eu mon iPad, le premier truc, je suis allé, j'ai fait Émile Néligan. J'ai dit, hey, Sandre, premier truc que je vais commander, rien trouvé. C'était triste. J'ai dû aller dans le domaine public, mais moi, j'étais prêt à l'acheter. Je voulais les œuvres complètes d'Émile Néligan en format électronique. C'était symbolique. Je me suis dit, c'est ça que j'achète? Non, il n'y en avait pas nulle part. Ni sur Amazon, ni sur iBook, ni sur ailleurs. Il y a une question? Oui, je me demandais pour les 3% au Québec, c'est 3% des éditeurs québécois qui font leur chiffre d'affaires en livre électronique. C'est pas nécessairement les utilisateurs achètent juste 3% de leurs livres en livre électronique. C'est les 3%. En fait, c'est même pas 3%. Puis ça, c'est vente de livres des éditeurs québécois. D'éditeurs québécois, mais si j'achète plein de livres de O'Reilly aux États-Unis en numérique, c'est pas calculé dans cette statistique-là. Fait que c'est pas le taux d'adoption, c'est le taux d'adoption de livres québécois en format électronique. Non, c'est pas comptabilisé encore. Je juste confirmer. J'ai une question pour la distribution. Quand est arrivé le numérique, le premier rêve était justement de couper des intermédiaires.
Fait que si je comprends bien dans le modèle qu'on est en train d'explorer, ça arrive pas. Non. Ben, non, mais ça, c'est un modèle. Là. Oui. Et, celui de Kobo, par exemple, l'application de Chapters et Indigo, c'est un tout autre modèle qui est beaucoup plus ouvert. D'ailleurs, tous leurs livres sont disponibles dans peu importe la plateforme. Là, Mais c'est intéressant, un parallèle, c'est intéressant de regarder par exemple l'industrie de la musique, où les groupes, les chanteurs, les compositeurs ont eu une certaine, depuis plus longtemps peut-être, ont cette discussion-là avec leurs maisons de disques qui font leur distribution, avec le marketing, avec la promotion. Et tu as des groupes qui disent fuck it, je m'ouvre une page MySpace puis je mets mes MP3. C'est un autre qui dit ben non, je l'apprécie que ma maison de disques book mes tournées, fasse mes promos. Donc, peut-être que dans l'industrie du disque, on a eu plus de mouvance. Mais dans l'industrie du disque, le distributeur n'est pas disparu. Justement, tu n'as pas donc l'artiste, la maison de disque, directement le magasin de disques, donc iTunes Oui. ou autre. Et donc, il y a celui qui mettait les disques dans le camion puis qui les transportait. Ah, oui, ceux qui ont mangé la claque, c'est les Tower Records, c'est les HMV de ce monde qui étaient des détaillants de disques. Peut-être. Mais même le distributeur aussi, comme elle dit, Oui. Trans-Canada a disparu aussi, qui appartient à Québécois. Mais on a toujours, en fait, ça reste assez compliqué toujours de faire diffusion des livres digital même. Alors si tu veux faire affaire avec une dizaine de retail, des sites web comme Amazon, tout ça, tu peux faire ça toi-même, mais c'est quand même assez difficile. Oui, c'est beaucoup de travail. Il veut des métadatas dans des formats différents, il veut des fichiers dans des formats différents. Alors en fait, comme Christian disait, on est toujours dans un cas où il y a un grand changement, mais en fait, on a toujours un grand leftover de cet ancien système de diffusion. Mais moi, je pourrais donner mon point de vue d'éditeur là-dessus. Ouais. C'est que non, c'est tout à fait le contraire. Moi, je dis, malheureusement, que le problème vient surtout du Québec. C'est que nous, au Québec, on copie un vieux modèle, mais pas ailleurs. Et il n'y a aucune difficulté à publier des livres électroniques chez Amazon. Comme nous, aux éditions d'Efficace, on diffuse déjà nos livres là-bas et on vend. C'est aux États-Unis, on vend beaucoup. Notre chiffre d'affaires en vente de livres électroniques, le mois dernier, a augmenté de 160%. Pour ce qui est de la conversion des livres, c'est d'une facilité enfantine parce que tout est automatisé. On envoie le fichier Word sur notre compte Amazon et la transformation va se faire tout seul. Bon, nous, moi j'ai eu l'expérience quand même dans ce domaine-là parce qu'on a signé des contrats. On a signé un contrat avec Kobo, on a signé un contrat aux États-Unis avec Entourage Edge. On diffuse nos livres chez Smashwords, qui est très connu aux États-Unis, et on y vend. Payload, sauf au Québec. On vend ailleurs, sauf au Québec. Pourquoi? Ben moi, en tant qu'éditeur, oui, j'ai communiqué avec deux marques, puis leur système ne m'a pas convaincu du tout. Pour une raison en particulier, c'est que contrairement aux autres endroits, que ce soit Amazon, Kobo, Entourage Edge, Smashwords ou Payload, c'est que là, on nous demande des frais par bouquin. Puis si on regarde, si on veut vendre électronique chez Renaud-Bré en ligne, chez Archambault Ben, en Renaud-Bré, ligne, eux, ils n'ont pas leur système encore il y en a pas de particulier. système, Non, non, c'est ils n'ont pas. C'était ça l'idée du système de la HUT, c'était d'être un premier système qui Mais déblayait c'est un pas peu le le bon terrain. système, je suis désolé de le dire, c'est vraiment pas un bon système. Parce que moi, quand on a discuté au téléphone, puis on m'a confirmé qu'il y avait des frais, c'est pas des frais onéreux. On va dire, ah, c'est quoi 25$ par année par bouquin? Moi, je dis oui, c'est beaucoup. Parce Vous avez que quand combien on a, de livres? ben là, pour l'instant, en un an et demi, on a publié environ 70 titres. D'ici 5 ans, on va en avoir pas mal. Oui. Mais ça, s'il faut rajouter 25$ à toutes les années par livre, moi, ça ne m'intéresse pas. Pas pour le moment. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, mon opinion va changer. Parce que Mais vous pas- c'est ça, on est encore en acquisition de marché, on ne sait pas c'est combien qu'on va vendre, on ne sait pas, c'est dur à dire d'avance combien on va vendre de ça, chaque c'est pas livre. logique. Puis moi, pourquoi j'irais m'embarquer dans ce système-là quand je peux vendre partout ailleurs gratuitement? Bon, c'est certain qu'Amazon va me prendre une commission sur la vente, ce qui est logique. Il faut bien qu'ils se payent eux aussi. Mais pourquoi je paierais un prix fixe par ouvrage pour être distribué alors que je le suis déjà? Ça Donc, sent le pas. camp et la convivialité n'est pas là non plus. Non, pas du tout. C'est pas,
Oui. Moi, je t'écoute, puis ce que ça me fait penser, c'est que avec les 70 livres par année, puis je ne sais pas s'il y a d'autres éditeurs dans la salle, mais c'est énorme pour une petite maison. Dans le fond, ce que ça me dit, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec l'œuvre de Gladwell, avec de long tail, mais donc l'édition numérique permettrait ce fameux long tail, donc de publier des livres qui vont chercher un tout petit marché. Oui. La théorie du long tail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de dire qu'il y a les 5% ou les 10% des livres les plus vendus qui vont chercher 80% des ventes en chiffres. Et après ça, il y a un 90% de livres ou de DVD ou d'autres qui vont aller chercher le dernier 10%, mais ils peuvent très bien vivre en vendant 1000, 2000, 5000 ou 10 000 copies. Pas obligé d'en vendre 5 millions pour faire un succès, dépendant de ce que tu investis. Et donc, si on retranscrit ça au modèle québécois, donc des livres plutôt qui peuvent justement vendre 25 copies par année, mais se vendent pendant 20 ans comme ça, 25 copies par année, et que soudainement payer 25$ par année pour ce livre-là pour être distribué, ça fait aucun sens. C'est parce qu'on n'a pas à payer, comme je disais tout à l'heure, pour quelque chose alors qu'on est diffusé ailleurs et qu'on vend. Si je ne vendais pas, là, je me poserais des questions. Si je mettais mes livres chez Amazon, puis bon, 0 vente, là, je me dirais, bon, il faut peut-être que je modifie quelque chose là, dans mon travail. Mais là, c'est pas le cas. Je vois pas pourquoi je me mettrais des charges alors que j'en ai pas. Puis, est-ce que, puis je fais un petit peu de millage là-dessus, on a quand même un système protectionniste, subventionné dans le livre au Québec. On pourrait parler de d'autres industries qui sont similaires. Mais est-ce que ça ne nous crée pas un certain désavantage ou d'autres qui sont purement capitalistes doivent innover ou mourir? Tandis qu'au Québec, on est peut-être un peu protégé puis on ne sent pas autant la soupe chaude. Ça se peut-tu? Moi, depuis que je suis dans le milieu artistique, ça veut dire depuis 28 ans, j'en ai 48, j'ai débuté à l'âge de 20 ans, j'ai jamais reçu de subvention. J'ai toujours survécu, puis j'en vis. Bon, j'en vis pas, je suis pas millionnaire, mais je vis de ma passion. Moi, j'aime mieux me considérer comme un entrepreneur. Oui. Oui. Après, oui. Je vais te passer la POC, ça ne sera pas là. Bon, l'idée là-dedans, c'est pas d'être capitaliste, vorace, mais d'être entrepreneur. Ça veut dire, en étant entrepreneur, ben, il faut toujours faire travailler notre cerveau. Il faut toujours imaginer plein de choses, des nouvelles techniques, des nouveaux projets. Tu sais. Moi, je n'ai pas de subvention, puis j'en suis heureux. Je ne dis pas si quelqu'un arrive devant moi et me dit je t'offre 100 000 demain, bon, là, je ne dirais pas non. Encore là, ça dépend des conditions, parce que je ne signe pas à n'importe quelle condition. Oui. Mais j'aime mieux mon côté entrepreneurial qui me permet d'être libre puis de chercher vraiment des solutions à tout. Qui a un commentaire là-dessus ou question? C'était surtout pour le parallèle avec la musique, parce que moi j'ai travaillé dans le temps dans la musique numérique, puis j'ai des amis qui travaillent encore là-dedans. Le distributeur Select, qui est la partie distribution de Québécois, existe encore, mais c'est sûr que lui il essaie de protéger un peu son univers et de trouver une place dans le numérique. Donc, Select Digital, ça existe aussi, ça c'est un distributeur numérique pour la musique. Puis ce qu'ils font, c'est plus comme ce que You décrivait, un service technique de préparation de ton catalogue pour les différents outlets numériques. Bon, il n'y en a pas tant que ça dans la musique, en fait. Là, il faut qu'ils justifient pourquoi un éditeur de musique aurait besoin de ça. Mais c'est pas tous les éditeurs qui sont aussi astucieux et smart que Guy. Là. Il y en a que ce qu'ils connaissent, eux autres, c'est les livres, puis qu'est-ce qui fait un bon livre et pas un bon livre, puis tous les formats numériques, puis les métadata, ils ne veulent rien savoir de ça. Ça leur fait plaisir de donner ça à quelqu'un d'autre pour qu'il s'occupe de... Ben, c'est ça. C'est quand même un peu le Far West. Il y a plusieurs années, avec les gens de la BTLF, je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont ici, ou des ex-BTLF, on avait travaillé pour aider à avoir des normes pour que les éditeurs et les distributeurs puissent échanger les données, et ne serait-ce que dire, ben, quand on écrit un livre, ben, il y a un titre, il y a un quart de couverture, il y a une description, il y a une bio d'auteur, et toutes les données autour du livre avaient besoin d'être organisées, et c'était un peu n'importe quoi. Et c'était n'importe quoi dans le sens que c'était pas uniformisé, mais aussi chacun avait évolué son système informatique de gestion du livre. Il y en a c'était des feuilles Excel, il y en a c'était FileMaker, il y en a c'était écrit encore à la main, dans un catalogue à la main, et c'était correct, ça fonctionnait pour eux. Et donc d'amener tout le monde dans l'ère numérique, c'est aussi beaucoup de travail sur les formats, sur l'accompagnement, sur
d'évoluer les façons de travailler. Fait que quand on part de zéro, on commence quelque chose de nouveau, c'est facile, mais quand on a 40 ans d'archives ou 100 ans C'est un d'archives... peu ça que Cédric Justin faisait aussi. Là. Il prenait tout le catalogue et il s'occupait de l'encoder dans tous les formats nécessaires. Ainsi de suite. Mais ceci dit, il fallait qu'il justifie la cote qu'il prenait là, parce que c'est pas comme gérer des entrepôts et des trucks. Il réussissait, mais je pense que leur cote avait baissé par rapport à la distribution. Il y a un changement de la distribution. Il y a une autre particularité du marché québécois qui doit ressembler beaucoup au livre, qui est qu'il y a beaucoup d'éditeurs indépendants dans le sens de pas des multinationales. La musique partout au monde, c'est juste les multinationales qui contrôlent ça. Il en reste 3, là, Sony, en tout cas, Warner, puis celui de Seagram, Universal. Bon, mais au Québec, il y a beaucoup de labels qui ne sont pas des sous-divisions de ça. Donc, pour un magasin électronique, soit de iTunes ou Amazon, peu importe lesquels, c'est un peu trop de faire affaire avec un label qui a un si petit catalogue. Tandis qu'un multinational, c'est un gros catalogue. Tu deals avec un label, il te donne 2000 ou 20 000 titres d'une shot, ça vaut la peine. C'est ça que le Québec a été en retard dans la distribution de musique numérique. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui est en train de se passer dans le livre aussi, d'après les 3% versus 9%. Mais en fait, le Kobo, Kindle, Nook, ils sont établis, ils ont des systèmes maintenant pour prendre des maisons d'édition indépendantes. Alors c'est là, le problème c'est que si tu veux être partout, là ça devient assez compliqué. Alors si tu choisis, je vais faire... Il faut choisir les plus gros et les plus importants. Ouais, il n'y en a pas tant que ça. On parle de ceux que tu as nommés, là, c'est à peu près les plus gros. Mais ça, c'est américain. C'est américain. Qu'est-ce qui se passe en France? Ça a l'air de quoi la France? Parce que pour un auteur francophone, québécois, la France, ça reste quand même un marché immense. En France, on diffuse dans des boutiques Actilib, qui est français, attendez que je me souvienne. Numilon, mais on n'est pas là-dessus. On est chez Actilib. Il y en a quelques-unes. On est peut-être dans 3 ou 4 boutiques là, en France, là, actuellement. Puis on diffuse aux États-Unis, puis il y a Kobo qui est canadien. Donc en France, c'est possible comme éditeur indépendant, comme maison d'édition. Mon marché est en Europe. Oui, beaucoup. Fait que comme auteur, c'est vrai de dire qu'on va arriver à un moment où un auteur peut être publié en France, même chez une toute petite maison d'édition. Donc plus besoin que notre livre soit ramassé par un éditeur français. Non. Ben là, il est possible aujourd'hui de publier au Québec, d'être diffusé en France. Ça, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, surtout dans le milieu numérique. C'est sûr que pour le papier, c'est plus compliqué. Là. Il faut faire des gros tirages. Si tu veux que ton livre apparaisse dans les librairies, la FNAC, ben là, il faut que tu fasses un gros tirage. Il faut que tu aies un distributeur. Là, ça devient déjà un peu plus complexe. C'est possible, plus complexe. Mais dans le domaine du numérique, un clic de doigt, puis c'est très facile. Et il n'y a pas d'obligation que le livre soit shippé de la France. Donc, pas du tout. De toute façon, le livre électronique, c'est en ligne, c'est download. Oui. Ça, c'est vraiment pas un problème. Le livre, il pourrait se trouver. Il peut être conçu au Québec, uploadé sur un site à Tokyo, puis téléchargé aux États-Unis. On le sait tous, hein. On est dans le milieu. C'est certain que la distribution, le réseau des réseaux, c'est une machine de distribution. Tout est à un clic. Sur Internet, on est à un clic de tout. C'est pas très loin. Par contre, ça amène, si tout le monde peut facilement publier partout, ça amène le problème de la compétition et de la promotion, du marketing. S'il y a plein de monde qui publie plein de choses partout, comment on fait pour se faire trouver? Mais c'est la même chose que le livre papier. Je veux dire, ça existe déjà, oui. Ben, ça existe déjà, c'est pas un problème, ça. Vive la compétition, faisons des bons produits, publions de bons livres, puis moi, ce que je rajouterais, c'est au niveau du numérique, étant donné qu'au Québec, les éditeurs ne développent pas beaucoup dans le numérique, ben nous, on a la chance d'avoir un marché qui est ouvert. Donc, on en profite beaucoup. Nous, on est numérique, on fait, oui, du papier, mais on a beaucoup, chaque livre a sa version numérique diffusée à large. Et on en profite. Donc, tant pis pour les autres s'ils ne veulent pas en profiter, nous, on en profite. Moi, je dirais que c'est probablement là, dans la promotion, que l'occasion d'affaires est la plus importante parce que, d'autant plus qu'au Québec, on est assez en retard. La présence web des éditeurs, les médias, les auteurs ne sont pas présents. Je parlais de Michel Lachance tantôt. Aucun nom de domaine.
J'ai fait une recherche pour André, le frère André, et elle arrive, je pense, à la 4e page sur Google. Donc, c'est pas normal, au moment où elle sort son livre, qu'elle n'arrive pas dans la première page. Je pense que là, ça fait une occasion d'affaires importante, pour le numérique, mais pour le papier aussi. Puis, je reviens sur les réseaux sociaux, les sites comme Goodreads et BookGlutton sont importants. Et ils font quand même une bonne promotion. Je pense que c'est beaucoup dans la promotion, en fait, ça va jouer. Ça devient, je crois, pour les livres, surtout en anglais, je ne sais pas les chiffres en français, mais maintenant, il y a, en 2002, il y avait 250 000 livres publiés aux États-Unis par année, avec 20 000 print on demand. En 2008, on avait 250 000 à peu près publiés, avec 280 000 print on demand. Et puis là, l'année dernière, on avait 250 000 à peu près publiés, et puis 750 000 print on demand. Alors ça veut dire que le nombre de titres qui sont là sur le marché, c'est énorme. Tu peux imaginer, vous êtes tous des lecteurs, combien de livres tu lisez chaque année. Moi, je ne lis pas 1 million, c'est sûr. Et puis, alors, cette question de marketing ou de trouver votre marché, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a tellement de produits qui existent sur le marché, mais de l'autre côté, ça devient plus facile parce que les outils qu'on a pour connecter les écrivains avec les lecteurs qui veulent ce que les écrivains créent, ça devient